Bonjour, je m'appelle Martin Pasquier, j'ai 30 ans, bientôt, non pas encore, bientôt 31. J'habite à Singapour depuis maintenant 1 an et demi. J'ai décidé de venir en Asie après avoir fait 4 à 5 ans d'agence social media en France à Paris. J'ai longtemps voyagé en fait quand j'étais gamin avec mon père qui était militaire. Donc en gros tous les 3 ans on est habitué à bouger et là ça faisait 4-5 ans que j'étais à Paris, donc ça commençait un peu à démanger. J'ai voulu d'abord tenter ma carte aux États-Unis, un pays qui me plaisait un peu plus. Et finalement, comme ça n'a pas marché aux États-Unis, j'ai changé de côté du globe. Et j'ai ensuite hésité entre Hong Kong et Singapour. Et finalement, étant anglophone et pas sinophone, on m'a conseillé de venir plutôt en Asie du Sud-Est qu'en Asie du Nord, si on peut dire ça comme ça. Avant d'arriver ici, moi j'ai fait des études de langues étrangères, ensuite j'ai fait Sciences Po à Lyon, et ensuite j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'école de guerre économique, qui est à Paris. Donc tout ça m'a vraiment mis en tête un mix entre l'information, la communication et l'économie. Et en fait, quand on mixe un petit peu tout ça, à l'époque, 5-6 ans derrière, avec Internet, on tombe sur tout ce qui est veille d'opinion, cartographie de communauté et vraiment les débuts du social media marketing. Puisque moi quand j'ai commencé en 2007-2008, voilà, Facebook était tout nouveau, il n'y avait pas encore de page Facebook pour les business, Twitter n'était pas encore sorti de terre. Voilà, donc j'ai bossé 4-5 ans dans des agences à Paris, donc sur des clients corporate pour de la communication en ligne, de la création de contenu, de l'animation de pages Facebook, de comptes sur les médias sociaux, donc pour le Sénat, pour Numéricable, pour différents types de marques de ce type-là. Et en venant ici, en fait, on a décidé de créer une agence avec mon associé qui lui est à Paris. Donc on a une agence à Paris, une agence à Singapour, avec un actionnariat croisé, histoire que chacun garde un œil sur l'autre et qu'on soit un peu obligé de maintenir une équipe malgré la distance. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que les deux agences prennent des chemins très différents. C'est-à-dire qu'en France, on reste sur une approche très e-réputation, communication de crise par exemple, branding, image. Ici, on est dans un territoire asiatique où, notamment à Singapour, on est beaucoup plus préoccupé par le marketing. Donc en gros, quand je vends des campagnes Facebook, il faut que j'arrive à justifier quasiment avant la signature ce que ça va rapporter. Donc voilà, il faut que j'avance beaucoup de KPI, beaucoup de données, que je justifie comment ça peut amener du business, ce qui est jamais simple quand on fait de la com sur les médias sociaux. Mais du coup, voilà, on prend un tournant qui est un peu plus marketing et étonnamment, on retrouve aussi des prestations qui sont un peu plus basiques. On se rend compte qu'on est dans un pays et dans une région qui globalement n'a pas de culture du journalisme, de la publicité, du marketing. Donc c'est des activités de l'immatériel qui ne sont pas très développées. Et du coup, on revient sur des trucs très basiques. Donc typiquement, là, je refais beaucoup de SEO, qui pour moi est un petit peu un truc du passé que j'ai un tout petit peu fait avant en France, mais pas énormément. Et là, en fait, quand on dit SEO ici, les gens comprennent d'emblée, donc il n'y a pas besoin de se justifier, on sait où on va. Et il y a beaucoup de demandes, parce que le SEO implique de créer des contenus, d'être un peu intéressant, d'interagir, de rentrer vraiment en conversation. Et on est dans des pays dans lesquels voilà, la culture et la formation de personnes capables de faire ça n'est pas encore au point. Donc en tant que Français, en tout cas, Européens, on a une bonne expertise là-dessus. Pour créer une entreprise à Singapour, c'est à la fois très facile et très compliqué. C'est très facile parce qu'on est effectivement dans le pays qui, je crois, est classé premier ou deuxième selon les classements et les années dans la facilité de créer un business ici. Ça prend quelques jours, ça doit prendre 2-3 jours et ça coûte à peu près, on va dire, 1000 à 1200 $ singapouriens, ce qui fait à peu près 700-800 euros. Il n'y a pas beaucoup de formalités pour les créer, c'est très simple à faire. Cependant, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir un visa. Il n'y a pas de pays dans lesquels les visas sont simples, que ce soit les États-Unis, l'Europe. Dès qu'on est étranger, on se frotte quand même à des choses qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir quand on est dans son propre pays. Et concernant les visas ici, en gros, la politique de Singapour est de dire que le pays a véritablement explosé démographiquement, il y a de plus en plus d'étrangers, donc on est passé d'à peu près 5% d'étrangers dans la population il y a 10-15 ans à maintenant 30%, c'est énorme. Je pense que si on essaie de s'imaginer ce que ça donnerait sur une ville comme Paris, c'est un petit peu comme si de riches étrangers étaient venus conquérir, coloniser les,
on va dire, 10 premiers arrondissements de Paris, et par le jeu de l'inflation et de la hausse des loyers, aurait repoussé tous les Parisiens dans les arrondissements extérieurs et la petite couronne de la grande banlieue. Donc évidemment, ça crée un petit peu des tensions qui fait que le gouvernement maintenant limite pas mal le nombre de visas qu'on peut avoir, c'est pas si simple. Donc moi j'ai un petit peu combiné pour avoir le mien, et si je voulais recruter quelqu'un de France ou d'ailleurs avec un visa d'étranger ici, ça serait très compliqué. Donc je devrais typiquement avoir à peu près 6 employés locaux pour me permettre d'avoir un autre employé étranger. Donc c'est effectivement, ça peut être un frein dans le sens où localement il y a un bon niveau d'éducation, les gens sont anglophones, mais on est dans un pays dans lequel l'État fait beaucoup de choses, fait probablement trop de choses pour la population. Donc c'est des gens qui ne sont pas habitués à être beaucoup sous contrainte, ils sont très consommateurs, on va dire, de services et de différentes choses. Le niveau de salaire est moyen, c'est-à-dire qu'un local, je vais payer un stagiaire entre 200 et 300 euros par mois, par exemple, ce qui est très bas. Il n'y a pas le minimum à ça. Si je recrute un local, je vais probablement le payer quelque chose comme 1200, 1300 euros par mois. Et si je dois recruter quelqu'un de mon niveau, on va dire, étranger, le visa fixe un salaire minimum pour cette personne qui serait d'environ 3200, 3300 euros. Ce qui, pour embaucher quelqu'un qui a, on va dire, un cursus satisfaisant, fait quand même très cher pour l'entreprise. Donc, à la fois facile et pas très facile de savoir comment se développer avec des compétences locales qui ne sont pas forcément les plus adaptées, en tout cas moi sur mon type de business. Donc voilà, on essaie de trouver des manières de faire. Typiquement, c'est beaucoup plus simple d'embaucher des gens comme des freelances en fait, mais il faut que chacun ait sa boîte, donc c'est un système qui est un peu différent de celui qu'on aurait en France. Après, c'est très facile d'embaucher, il n'y a pas de minimum. Alors je dis pas ça parce que du coup ça fait plaisir de payer les gens moins, mais ça veut aussi dire que d'un sens comme dans l'autre, c'est beaucoup plus facile d'améliorer ou de casser la relation. Donc un stagiaire qui ne marche pas, en 2 semaines, on peut s'en débarrasser. De la même manière que, et ça vaut dans les deux sens, c'est-à-dire que dans un pays où on a à peu près 1 ou 2% de chômage, ce qui est juste le turnover de base, quelqu'un qui n'est pas satisfait dans une boîte, un employé singapourien, va s'en aller sans souci. C'est-à-dire que les gens restent très très rarement 1 an dans une boîte, ce qui en France paraîtrait un petit peu, un petit peu lâche. Et les gens vont se démobiliser et vont aller dans une autre entreprise pour à peine quelques dizaines ou centaines de dollars en plus sur un salaire. Donc c'est très difficile d'avoir des employés loyaux, donc ça va dans les deux sens. C'est facile d'embaucher, de virer, et pour les employés c'est très facile d'être mobile, et donc du coup il faut trouver d'autres manières de les intéresser. Et donc moi typiquement, comme je bosse dans un coworking space et que j'ai plutôt une mentalité d'agence, j'essaye de dire qu'on n'a pas forcément d'heures, on n'a pas forcément de lieu, on bosse sur des projets, et ça les intéresse un peu plus parce que la manière dont fonctionnent les entreprises asiatiques, c'est quand même très hiérarchisé, très structuré, et ça fait des boulots, le 9 to 5 comme ils disent, qui peut paraître un petit peu rébarbatif pour des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi depuis quelques années. Pour la partie se loger et loger son entreprise à Singapour, il y a 3 grands moyens. Le premier, ça va être de prendre des bureaux n'importe où en ville de manière très privée. Ça peut être assez cher, c'est généralement l'équivalent de 600 à 700 dollars par desk. Donc si on prend un bureau dans lequel on peut mettre 10 desks, ça va être à peu près 6 000 à 7 000 dollars de loyer. C'est assez cher. Ce qui est surtout problématique, c'est que les bails sont assez contraignants, c'est-à-dire qu'on va faire un bail d'1 an ou de 2 ans qui n'est pas cassable. Donc en gros, si l'entreprise se casse la figure et qu'on veut se barrer, on est quand même obligé de payer le reste du loyer. La deuxième option, ça va être d'aller dans des endroits largement sponsorisés par le gouvernement. Donc le Block 71, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, enfin du centre-ville, c'est comme un immeuble de HLM dans lequel en gros Singapour a mis plein d'espace pour les startups. Donc là c'est pas cher du tout, un bureau pour 10 personnes ça va être je sais pas 1200, 1300 dollars, donc c'est vraiment très simple d'avoir ce bureau pas cher. En tout cas c'est pas cher, c'est pas dans le centre, donc ça veut dire que tous les rendez-vous prennent aussi beaucoup plus de temps. Moi j'ai bossé pendant 3 mois, c'est un peu la déprime, c'est un peu loin, il n'y a pas grand chose à y faire. C'est un petit peu le cluster tech, un petit peu comme si on bossait depuis Châtelet quand on est à Paris. Donc c'est pas simple d'avoir un rendez-vous à Châtelet comme ça, rapido. Et la troisième option, ça va être les coworking space. Il y en a de plus en plus, il y en a maintenant une douzaine en ville qui sont assez conséquents. Celui-là, c'est celui qui est probablement le plus central et le plus gros. On a 2 étages, bientôt 3.
la place va de 175 $ à 600 $ par mois pour un mi-temps, on va dire 2 tiers temps et un temps plein. C'est la solution de facilité parce que c'est très flexible, donc on peut vraiment s'arrêter quand on veut. C'est une solution qui est intéressante parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Donc là, c'est un espace qui est spécialisé sur l'entrepreneuriat social. Mais en gros, on a un tiers d'entrepreneurs sociaux, un tiers de freelance et un tiers de start-up boîte un peu comme la mienne, on va dire. Donc moi, j'y ai trouvé d'une part beaucoup d'amis. Ce qui est important quand on lance son business, c'est qu'on est un peu tout seul. J'y ai trouvé pas mal de prestataires et 1 ou 2 clients. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, bon, on a l'impression d'entrer dans une espèce de grande boîte sans les inconvénients de hiérarchie, d'heures, de tout ça. Et c'est un espace qui est très mixte. On a beaucoup d'événements ici. Il y a quasiment 2 événements par jour, un le midi, un le soir ou 2 le soir. Et ça brasse beaucoup de communautés. Donc on a pas mal de start-upers, pas mal d'entrepreneurs sociaux, pas mal de freelancers, pas mal d'étrangers. Il y a pas mal de personnes âgées aussi, ce qui est assez intéressant parce que c'est quand même pas si fréquent que ça de se mélanger entre générations. Là, on a des entrepreneurs qui ont 50, 60 ans, donc c'est assez sympa aussi d'avoir cette mixité. Et on est au cœur de la ville, donc c'est vrai que pour les rendez-vous clients, on est rarement à plus d'une demi-heure en transport, un quart d'heure en taxi d'un rendez-vous, ce qui est quand même très agréable. Les transports coûtent pas cher, donc en gros, une fois qu'on a ce loyer qui est un peu cher, qui est une grosse partie du budget, les transports, la nourriture, les transports régionaux ne coûtent vraiment rien. Avec l'équivalent de 90 €, je ne crois pas que ce soit possible d'avoir un aller-retour pour aller à Londres ou à Bruxelles. Avec 90 €, je vais être capable de faire un aller-retour au Vietnam, en Thaïlande avec une promotion, dans quasiment toute l'Indonésie, toute la Malaisie. Donc voilà, moi ça m'arrive d'aller en Malaisie avec un billet à 41 $. Donc c'est presque moins cher que le bus. Et ça prend 1 heure et ça permet de bouger très rapidement. Donc il y a vraiment un très bon réseau régional. Donc encore une fois, en tant que hub pour les entreprises qui veulent s'intéresser au pays de la région, c'est vraiment super intéressant.